Bonjour à tous, je suis Romain, j'étais étudiant en DUT Imagerie numérique ici au Puy. Donc moi c'est Audric Mas, j'ai fait le DUT SRC ici même. Anthony, j'ai fait un DUT informatique à Orléans. Et Julien, j'ai fait un Just Webmaster à Limoges. Donc maintenant on est tous les quatre étudiants en licence MMI toujours ici au Puy. Et on est là aujourd'hui pour vous présenter le parcours MMI dans sa globalité, donc le DUT et la licence au Puy. Donc on va commencer la première conférence de la Web School. Donc là on va parler des langages pour créer un site internet. Donc tout d'abord on va faire un petit rappel sur qu'est-ce que le web. Donc voilà, il faut savoir qu'au début, en 1980, il y a un ingénieur informaticien anglais qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui lui a eu l'idée d'élargir ce réseau de 4 universités et de créer ce qu'on appelle aujourd'hui le World Wide Web, donc le WW qu'on connaît actuellement. Et donc il a réussi à mettre tous ces ordinateurs en réseau et afficher des informations grâce au protocole HTTP. Donc généralement, c'est les 4 premières lettres que vous voyez en haut dans une barre d'URL sur un navigateur web. Donc, qui veut dire tout simplement Hypertext Transfer Protocol, donc pour transmettre des informations, mais plus que du texte, des images, des vidéos, tout ça grâce au web. Donc, comment ça fonctionne? On a d'un côté un ordinateur client, donc avec une personne qui se connecte via un navigateur, tel qu'Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Et de l'autre côté, on a un serveur qui lui attend que l'ordinateur client lui envoie une requête via ce protocole HTTP. Et tout simplement, le serveur traite la requête. Si le client lui demande d'afficher par exemple la page index.html, qui généralement constitue la page d'accueil d'un site web, et ben le serveur lui renvoie tout simplement cette page en version HTML. Donc il faut savoir qu'on a différents langages dans le monde du web. Donc les langages les plus connus, c'est le HTML, le CSS, le JavaScript. On a aussi le PHP. Donc ces langages, ils prennent place de différentes façons. D'un côté, on a les langages côté client. Donc ça regroupe le HTML, le CSS et le JavaScript. Donc il faut savoir que ces langages, ils peuvent être accessibles par l'utilisateur. Et d'un côté, on a le langage côté serveur, donc qui regroupe essentiellement le PHP. Et là, c'est pour traiter tout ce qui est données envoyées via des formulaires ou autres. Donc maintenant, on va continuer la présentation en vous présentant le HTML. Donc moi je vais vous parler, comme l'a dit Audric, du HTML. HTML, ça veut dire Hypertext Markup Language. Il faut comprendre langage de balisage d'hypertexte. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que ça veut dire que c'est un langage balisé, donc constitué de balises. Logique. Et du coup, un fichier, pour chaque page d'un site internet, vous aurez un fichier HTML. Donc avec l'extension .html, comme vous pouvez le voir. Dans un fichier HTML, les premières lignes du fichier, ça va être ce qu'on appelle le doctype, qui définit énormément de choses. Et vous voyez, les 2 premières lignes, en fait, c'est l'ancien doctype. Donc il était assez indigeste et assez gros. Et maintenant, avec le HTML5, il y a le nouveau doctype, donc qui est tout con, là, le doctype HTML, qui est beaucoup plus facile à retenir. Et ensuite, dans le fichier, on va mettre l'entête entre les 2 balises head. Et dans cette entête, en fait, on va définir l'encodage du site, on va définir le titre de la page, on va définir toutes les feuilles de style, on va définir beaucoup de choses, en fait. On peut définir aussi un auteur, la description du site, tout ça. Et donc, enfin, il y a entre les 2 balises body, il y a tout le contenu du site. Donc là où il y aura les textes, les images, les titres, les liens, tout ça. Donc maintenant, je vais vous présenter les principales balises du HTML, donc celles qu'on va retrouver dans le body. Donc il y a les balises titres que vous pouvez voir tout en haut, les H. Et, il y a 6 niveaux de titres, donc ça va de H1 à H6, en passant par H2, H3, tout ça. Ensuite, il y a les balises de paragraphe, le P. Donc là, ça va définir un paragraphe, évidemment, donc du texte. Ensuite, il y a la balise image, qui est extrêmement utile, qui sert à mettre une image. Et du coup, il faut lui donner une source qu'on met dans l'attribut SRC.
Ensuite, on peut définir des listes en HTML. Donc les UL ou OL. Les UL, c'est des listes non ordonnées. Les OL, c'est des listes ordonnées. Et dans une liste, chaque élément est défini, enfin est mis entre les balises LI. Donc un LI, c'est un élément d'une liste. Donc je vais vous montrer un exemple rapide d'une liste, que vous compreniez bien la différence. Alors ensuite, comme je vous le disais, les balises body, la balise fermante et la balise ouvrante à chaque fois. Et là, je vais vous montrer une liste, enfin deux listes du coup. Je vais vous faire une liste non ordonnée avec la balise UL. Donc en haut de l'écran, vous avez le résultat affiché par un navigateur web. Voilà, c'est... À gauche, voilà, on a le vous code le voyez en HTML. direct en fait. Donc en fait, vous voyez qu'elle n'est pas ordonnée parce que c'est juste des petites puces qui est à côté de chaque élément. Et quand je mets du OL à la place des UL, vous allez voir. Voilà, la différence c'est que ça ordonne, donc il y a des petits des chiffres là par exemple, mais après on peut changer, on peut mettre des lettres, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'est la différence entre les deux types de listes. Donc après, il y a les balises A qui servent à définir un lien. Donc là, vous allez mettre le href, en fait, c'est l'adresse vers laquelle le lien va pointer. Et après, donc, entre les deux balises, vous mettez le texte du lien. Donc vous pouvez mettre cliquer ici, enfin ce que vous voulez. Et ensuite, une balise qui est extrêmement pratique, c'est la balise div. Donc elle va permettre de définir un bloc, en fait, dans le site. Et avec ce bloc, on pourra faire tout ce qu'on veut. On pourra lui définir une taille, après en CSS. Donc c'est pas moi qui vous l'expliquerai ça. Donc on pourra lui définir une taille, un fond, une couleur de fond, tout ça, et puis le positionner un peu comme on veut. Puis après, des balises, il y en a beaucoup. Donc là, c'était vraiment les principales. Et d'autres exemples, après, il y a les nouvelles balises de HTML avec la HTML5, donc il y a les sections, les articles, tout ça, mais ça, c'est plus Anthony qui va vous en parler, quand il vous parlera des nouvelles normes. Et donc après, il y a tout ce qui est pour la mise en forme. Donc ça, c'est le CSS. Et c'est Julien qui va vous en parler. Non, c'est bon. C'est toi? C'est Audric, pardon. C'est pas grave. Alors, on vient de voir à présent la structuration d'un site grâce au langage HTML. Maintenant, on va s'intéresser au langage CSS, qui est un langage de présentation, et donc qui justement permet d'appliquer un style particulier aux différents éléments qu'on a vus précédemment avec le HTML. Donc là, je vous avais mis un petit exemple d'un site internet affiché sans CSS d'un côté et avec CSS de l'autre. J'ai un exemple plus parlant si on passe sur par exemple le site Rue du Commerce. Donc là, on a le site qui présente les informations, elles sont bien cadrées. On a le menu qui est ici, on s'y retrouve, quoi. Il suffit de désactiver par exemple tous les styles. Et là, on voit qu'on se heurte à un problème d'accessibilité et de lisibilité, quoi. On a du mal à s'y retrouver. Donc là, c'est exactement la même page, hein, sauf qu'il n'y a plus aucun style dessus. Donc c'est un peu rébarbatif et un peu incompréhensible. Donc c'est pour ça qu'a été inventé dans les années 2000 le langage CSS pour justement améliorer la présentation des pages web. Donc qu'est-ce que ça veut dire le CSS? Donc c'est un acronyme qui vient de l'anglais qui veut dire Cascading Style Sheet, donc feuille de style en cascade. Donc il sépare justement la notion du CSS, c'est de bien séparer d'un côté la structure du site en HTML et de l'autre sa présentation en CSS. Donc il existe différents styles en fonction des médias qui sont utilisés derrière. Donc le principal, c'est le média screen, c'est-à-dire tout ce qui est type d'écran. On a aussi le média print, ce qui est destiné à être imprimé. Donc l'avantage des feuilles de style, c'est justement de pouvoir appliquer un style sur un élément de plusieurs sources. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs feuilles de style qui vont s'enchaîner les unes après les autres et appliquer des propriétés CSS sur les éléments. Donc à l'heure actuelle, on en est à la norme CSS3, donc, qui permet justement d'améliorer tout ce qui est interactivité avec le site internet par le biais des transitions et des animations. Donc là, je vous présente rapidement la syntaxe CSS. Donc on a des sélecteurs qui correspondent en majeure partie aux éléments HTML, donc tels que le body, le P pour les paragraphes. On peut prendre aussi UL, LI, tout ça. On a aussi les pseudo-classes. Donc ici, on peut le voir avec le A2.over. Donc le fait de rajouter 2 points over, c'est une pseudo-classe
qui va faire en sorte d'appliquer un style particulier sur un lien lorsqu'on est au survol de la souris. Et ensuite, on peut cibler aussi les éléments grâce aux classes et aux identifiants. Donc une classe, ça sera un point, le nom de la classe. L'identifiant, ça sera un hashtag, le nom de l'identifiant. Donc ensuite, on y applique des règles à ces éléments pour styliser. Donc d'un côté, on met le sélecteur, on ouvre une accolade, on met la propriété, 2 points, la valeur, et un point virgule à la fin. Et on ferme bien sûr l'accolade. Donc là, on avait un exemple. Pour vous montrer tout ça en direct, donc on va reprendre ce qu'avait fait Romain sur l'HTML. Donc ici, on a notre partie HTML. Ici, on a notre feuille de style. Donc on a plusieurs moyens de définir des feuilles de style. Donc on peut passer dans la balise head un lien qui va s'appeler link. Hop. Donc là, on lui dit que c'est un lien de style de type style sheet et qui va cibler sur notre fichier qui sera avec l'extension .css, comme on a le fichier HTML avec l'extension .html. Donc il y a cette méthode-là qui est la plus utilisée. Il y a une méthode aussi de définir les balises style. Directement dans l'entête. Et ici, on y écrit notre code CSS. Par exemple, si je voulais cibler ULLI et y mettre une couleur particulière, voilà, là j'ai ciblé les LI qui sont dans le UL en définissant le style directement dans la balise head. Donc c'est pas la meilleure méthode. Après, la dernière méthode qui est pas réellement conseillée, c'est de styliser directement sur les éléments en HTML. Donc là, on remet en cause la logique de séparation des langages HTML et CSS, puisqu'ils sont sur le même fichier. Donc on peut définir ici un attribut style, et on va faire la même chose, couleur rouge. Et voilà, le premier élément sur lequel j'ai appliqué le style a changé de couleur. Donc celle-ci, c'est juste pour vous montrer, mais ce n'est pas une méthode qui est recommandée. Donc la meilleure méthode, c'est de définir ici sa feuille de style, et ensuite d'écrire son style ici. Donc pour les besoins de la présentation, je vais juste créer un titre. On va mettre, hop. Donc ici, j'ai créé un titre de niveau 1 qui s'affiche ici. Et donc après, pour le cibler en CSS, on va récupérer donc la balise sur laquelle on a positionné notre titre, donc qui s'appelle H1. On ouvre les accolades. Et ensuite, à l'intérieur, on y fait passer toutes les propriétés sur lesquelles on veut jouer. Donc on peut jouer sur la taille, par exemple, avec la propriété font size. Donc là, on lui met une valeur comme on le souhaite. C'est peut-être un peu trop gros ça. On va mettre ça. Donc voilà, là vous voyez qu'avec l'attribut, la valeur 10 EM, donc ça c'est des valeurs de taille. Donc on a le pixel, on a le M, on en a d'autres. Hein. Il y a des pourcentages qui existent aussi. Peut-être mettre un peu plus petit. Hop. Donc on peut bien sûr changer la couleur de la police. Donc les couleurs, elles s'expriment de différentes manières. On peut avoir la couleur sous son nom anglais. Donc là on a blue. On peut avoir aussi le code hexadécimal, donc qui s'écrit avec hashtag. Donc là on a le même résultat, sauf qu'on a utilisé le code hexadécimal qui nous permet justement d'avoir une palette de couleurs bien plus large. Et on a aussi la méthode de notation avec le RGB, donc pour rouge, vert, bleu, donc en anglais. Et après il faut y passer les paramètres standards du RGB. Voilà, il y a trois principales manières d'attribuer de la couleur sur un élément en CSS. Donc après, pour cibler d'autres éléments, imaginons, on a envie de créer, juste pour ce LI, un élément particulier. Donc on peut attribuer des classes en HTML. Et donc tout simplement, on va lui mettre une classe
On va la nommer ma classe. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure en CSS, pour cibler un élément de type classe, on met d'abord un point et derrière le nom de la classe. Donc là, c'est ma classe. Si je mets ce point-là et que je lui mets une couleur différente, là, on voit que le premier élément qui a la classe, ma classe, a changé de couleur. Donc l'avantage de passer par des classes, c'est que c'est réutilisable. Donc imaginons que j'ai mon deuxième élément qui se situe dans la balise OL. Hop. J'ai envie de lui changer la couleur avec la même classe. C'est faisable. Ça évite d'avoir à refaire du code dans tous les sens. Donc ensuite, il y a un autre aussi élément pour cibler, c'est avec les identifiants. Donc en HTML, on met l'attribut ID. Et là, après, on met le nom de son identifiant. Donc là, je l'ai appelé mon titre. Donc tout à l'heure, j'avais ciblé avec le H1 parce qu'il n'y en avait qu'un dans la page. Mais si j'avais plusieurs H1, pour vous montrer concrètement ce que ça fait. Voilà, vous voyez bien que là, les deux sont stylés en même temps et que je ne peux pas les différencier. Donc là, il suffit, par exemple, que je mette ici H1. On va répéter H1. Voilà, là j'ai précisé que j'allais centrer mon CSS que sur celui qui avait l'identifiant mon titre. Bon, généralement, on ne met pas H1 hashtag mon titre, on met juste ça et c'est largement suffisant. Donc voilà, en CSS, il y a plusieurs méthodes, il y a énormément de propriétés. Là, je vous ai montré color et font size, mais il en existe énormément. Et maintenant, on va passer aux media queries qui font justement, c'est une extension des CSS. Et tout ça avec Julien. C'est une notion de conception de site web où le site a pour objectif d'offrir à un utilisateur une expérience de consultation optimale. Donc le responsive design va nous permettre en fait de pouvoir consulter un même site web sous différents moyens de communication tels que la tablette, le mobile ou l'ordinateur. Donc la notion de responsive dégradation, c'est une notion qui, en fait, c'est le fait de partir d'une version d'ordinateur, d'un site web normal, pour réaliser la version mobile et la version tablette. Donc cette technique cette technique va entraîner des erreurs au niveau du fait qu'on va perdre certains blocs à certains moments. C'est pour ça qu'on va parler en fait du mobile first. Le mobile first, c'est une notion en fait c'est le fait de privilégier la réalisation de la version mobile avant la version tablette et ordinateur. Donc à présent, je vais vous parler des différents supports de communication. Pour faire simple, les smartphones ont une résolution de 0 à 500 pixels. Les tablettes ont une résolution de 501 à 959 pixels. Et les ordinateurs à partir de 960 pixels. Alors les techniques de codage pour un projet responsive, la technique au pixel près, le concept de grille fluide, et donc on va favoriser le pourcentage. Et les media queries, qui eux sont dus au fait qu'on va créer plusieurs feuilles de style CSS pour le même site web. Et donc affichage unique pour chaque support. Dans un premier temps, on a deux techniques pour utiliser les media queries. On va soit les déclarer dans la feuille de style HTML, c'est-à-dire qu'on va, grâce à la balise link, appeler nos différentes feuilles de style et travailler sur chacune d'elles en fonction de notre résolution d'écran. Ou alors, on va utiliser les media queries directement dans le CSS, où on fera, comme ici, media screen on, et là on verra en fonction de la résolution de l'écran. Alors maintenant on va passer aux normes du W3C. W3C, c'est tout simplement les normes que doivent respecter les sites internet pour bien être référencés sur les moteurs de recherche comme Google. Parce qu'un site, ça ne se crée pas comme ça doit respecter certaines règles. On ne met pas n'importe quelle balise pour n'importe quel usage.
Donc d'abord, je vais présenter l'histoire du W3C. Ça va être quand même une partie assez théorique au final. Donc le W3C, c'est un organisme de normalisation fondé en 1994. Donc c'est-à-dire que, comme son nom l'indique, c'est lui qui crée les normes que doivent respecter tous les sites internet. Donc son but, c'est de promouvoir la compatibilité de toutes les technologies qui sont présentes sur le web. Parce que justement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de technologies présentes sur le web. Donc le but, c'est de promouvoir la compatibilité pour éviter le maximum de soucis selon les usages qu'on en fait. Et enfin, le grand but du W3C, c'est de faire en sorte que le web soit accessible par tous et pour tout le monde. Donc là, j'ai mis quelques liens. Donc il y a le lien du site du W3C, on peut obtenir plus d'informations. Et enfin, il y a aussi le site validator.w3.org. Ce site-là est très utile parce qu'il permet de vérifier, une fois que vous avez créé votre site, s'il est bien conforme aux règles. C'est-à-dire qu'en entrant l'URL du site ou le code HTML de son fichier, ça va nous dire qu'est-ce qui n'est pas conforme et comment le réparer. Ça va nous dire à telle ligne, il y a telle erreur. Donc vraiment, pensez à ce site-là pour vérifier son site quand il est créé. Donc ensuite, le processus de recommandation. Une norme W3C, elle ne se fait pas comme ça. Il y a plusieurs étapes. Donc il y a d'abord la première étape, c'est le brouillon. C'est-à-dire on pense qu'il faut créer quelque chose. Donc on va faire un premier document sur ce qu'on pense qui devrait être amélioré ou changé. Donc ensuite, il y a le dernier appel. On va dire que c'est la dernière forme du document brouillon avant qu'il passe à l'étape candidat. Donc là, le document, il passe candidat pour devenir une recommandation officielle du W3C. Donc ensuite, si la recommandation est acceptée, on dit qu'elle est proposée. Et à partir de là, encore, si elle est acceptée, elle devient enfin une recommandation officielle du W3C que tous les sites devront respecter. Donc enfin, les missions du W3C. D'abord, comme la première partie du leitmotiv du W3C, c'est le web pour tous. Car chaque individu a des caractéristiques particulières. Certains n'ont pas de problème particulier, mais certaines personnes ont des déficiences mentales, des problèmes physiques moteurs, des problèmes de perception avec la vue, etc. Donc là, le but, c'est de rendre le web accessible à ces personnes-là. Donc il faut penser aux contraintes d'accessibilité. Donc là, c'est rendre le web accessible à tous. Par exemple, il faut que ce soit possible de faire une recherche par la voix, si par exemple on ne peut pas taper sur un clavier. Il faut également penser par exemple aux couleurs des sites. Par exemple, le daltonisme où certaines couleurs ne sont pas perceptibles. Si le site repose essentiellement sur ces couleurs, la personne ne va pas percevoir les informations. Il y a également l'internationalisation. On peut faire un site sur une langue, mais dans ce cas-là, on restreint un peu le public auquel on s'adresse. Faire un site qu'au français, les Chinois ne vont pas le lire, sauf s'ils ont une bonne connaissance du français. Et enfin, le développement social, car le web, ça repose beaucoup sur le développement social en ce moment. Enfin, les réseaux sociaux, tout le temps partager un article sur un site. Donc là aussi, le W3C s'occupe de ça, de favoriser justement ce système social. Et enfin, le web partout. Là aussi, le but, c'est de rendre accessible le web partout. Avant, le web, on était uniquement accessible sur les ordinateurs. Maintenant, le web, on s'en sert sur son smartphone à la pause du midi. Il y a des voitures qui en sont équipées, des réfrigérateurs. Donc là aussi, le W3C, il s'occupe de ces informations-là. Il y a également la Mobile Web Initiative. Donc là, justement, c'est parce que justement, Internet, on s'en sert de plus en plus sur les appareils mobiles. Donc ces appareils-là, ils ont l'initiative du développement, vu qu'on s'en sert de plus en plus. Ça dépasse presque l'ordinateur maintenant en termes d'accessibilité à Internet. Et enfin, le Browsers and Other Agents. Là, le but, c'est de rendre Internet accessible, quels que soient les outils dont on se sert, quel que soit le navigateur. C'est-à-dire qu'on se sert de Chrome ou de Firefox, il faut qu'un site soit accessible pareil, qu'il soit affiché pareil, qu'il soit utilisé sur un grand ordinateur ou un tout petit ordinateur, c'est pareil, il faut qu'il soit affiché pareil, et que les informations soient accessibles de la même façon. Donc ensuite, la richesse des interactivités. Donc là, c'est tout ce qui est web design et application. Donc là, c'est vraiment tout ce qui concerne HTML, CSS, le contenu des sites. Donc là, par exemple, pour HTML, CSS, il y a une nouvelle norme, c'est HTML5 et CSS3. Donc HTML5, ça rajoute des nouvelles balises comme sections et articles. Ça sert justement à structurer un peu plus ces documents HTML plutôt que tout le temps servir que de div. Et pour CSS3, comme l'a dit Audric, ça ajoute surtout des animations pour apporter un peu d'interactivité à son site. Les interactions, il y a aussi JavaScript, mais justement CSS3, ça permet de faire des animations autrement que tout de suite à utiliser un langage de programmation comme JavaScript.
Donc ensuite, il y a l'architecture web. Donc là, ça sert vraiment à tout ce qui est, je dirais, background, c'est-à-dire tout ce qui est système d'URL, également le HTTP, qui servent vraiment à tout ce qui est pour le web. Donc ensuite, il y a le web des données et des services. Là, ça va être concerner tout ce qui est partie, justement, traitement de données, faire en sorte d'uniformiser les bases de données pour qu'une donnée qui soit présente dans une base de données puisse également servir à d'autres applications, plutôt qu'avoir 36 000 bases de données avec 36 000 fois la même notion. Le but, c'est de tout regrouper pour qu'une même information puisse être utilisée par plusieurs personnes qui vont créer leur site. Donc ensuite, il y a le web sémantique. Là aussi, ça rejoint cette idée. Le but, c'est vraiment d'uniformiser des méthodes, mais cette fois-ci, c'est pour l'échange de données. Et enfin, le web des services. Donc là, c'est tout ce qui concerne les messages inter-entreprises ou directement sur le web. Donc voilà, avec les mails et puis tous les systèmes qui servent à envoyer ces messages. Et enfin, il y a la notion de confiance. Comme je parlais tout à l'heure, Internet, maintenant, ça a pris une grande dimension sociale. C'est-à-dire qu'on envoie des données, on envoie des mails, on envoie des informations à des amis, à des patrons, à n'importe qui. Donc là, il y a vraiment une notion de confiance. Si le web n'était pas sécurisé, on n'enverrait pas des données personnelles ou privées comme ça. Donc là encore, il y a le web sémantique justement qui s'occupe d'uniformiser, parce que s'il y a 36 000 façons d'envoyer des données, comment savoir lesquelles sont sécurisées, lesquelles ne le sont pas? En uniformisant, on sait que toutes sont sécurisées, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, il y a la partie XML. XML, c'est pas mal pour justement assurer la sécurité, car les documents XML, par exemple, ils ont une signature XML qui garantit l'authentification des données. Et il y a également un système de cryptage des données qui sont envoyées. Et ensuite, il y a le service de sécurité du web. Donc là, ça assure la sécurité des données lors d'un transfert d'un domaine à un autre ou entre plusieurs applications. Et ça assure l'authentification également des documents envoyés. Et enfin, tout ce qui est garantie de la propriété privée, là, c'est justement les politiques de confidentialité. Quand on est sur des sites, certains donnent accès aux politiques de confidentialité qui précisent quelles sont les données qui vont être transmises ou données à d'autres sites. Et certains sites ne le font pas. C'est-à-dire que parfois, on reçoit des publicités dans ces boîtes mail comme des spams. On se demande d'où est-ce que ça peut venir. En fait, c'est qu'il y a des sites, ils envoient des données à d'autres entreprises ou à d'autres sites que, du coup, peuvent faire du démarchage aux gens. Et les sites, ils doivent préciser si, justement, ils envoient ces données ou non. Merci beaucoup.